rien n'est laissé au hasard. Ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, on nous le vend comme un moment d'incertitude, mais les coulisses racontent une autre histoire. Agenda verrouillé, délégation calibrée, ordre du jour orchestré, et étrangement, ce sont les Russes qui donnent le ton et les détails, comme s'ils étaient les véritables maîtres de cérémonie. Dans cet extrait de Le Grand Dossier sur LCI que nous remercions et créditons ici, on découvre comment chaque geste, chaque minute, chaque mot semble déjà écrit avant même que les deux hommes ne se serrent la main. Alors comment elle va se passer cette réunion ? On nous la présente un petit peu comme un crash test, mais j'ai l'impression que tout a été un petit peu écrit et joué d'avance. J'ai l'impression que tout s'est dit un petit peu entre Witkoff et, entre Witkoff et Poutine. J'imagine mal les deux délégations arriver de cette manière, sans trop savoir, sans connaître les intentions des uns et des autres. J'ai l'impression que tout a été un peu huilé au départ, les Sherpas ont dû travailler. Même si, comme le disait Michel tout à l'heure, la qualité des conseillers du président des États-Unis laisse énormément à désirer, je pense tout de même que les délégations ont travaillé au préalable et que tout est déjà un peu écrit. Je ne peux pas imaginer ni Trump ni Poutine se rendre à ce type de sommet sans en connaître en fait la conclusion. Bon. Donc, ce qui nous a quand même interpellés ce matin, c'est toutes les déclarations qu'on a eues les unes après les autres du côté russe, du côté du Kremlin. Plus précisément, de Yuri Outchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Et c'est lui qui a donné le détail de cette rencontre. Donc, avec l'heure, avec les intervenants, avec est-ce que ça va réussir ou pas, combien de temps ça va durer. On l'écoute. Tout commencera demain, le 15 août, vers 11h30 heure locale, par une conversation entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Cette conversation se déroulera en tête-à-tête, bien sûr en présence d'interprètes. À l'issue des négociations, Vladimir Poutine et Donald Trump tiendront une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils résumeront les résultats des discussions. Donc ça veut dire que ça commencera par un tête-à-tête qui commencera à 21h30 heure française. Là, on a les détails qui tombent les uns après les autres, effectivement, avec les arrivées même des chefs d'État au préalable. Heure française, 21h30, le début du tête-à-tête. Donc la réunion qui va durer combien de temps ? Ça, même Outchakov a dit, bon, on ne peut pas savoir, on verra comment ça se passe. Conférence de presse commune. Donc là aussi, c'est très important, la dernière rencontre entre un président américain et un président russe, c'était en 2021 entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Il y avait une conférence de presse séparée. Ça montrait qu'ils ne s'étaient pas vraiment accordés. Donc là, c'est quand même annoncé par les Russes comme potentiellement une réussite et plusieurs sujets seront abordés. Donc on va les détailler les uns après les autres. Il y a l'Ukraine, mais pas seulement. Déjà, juste sur la forme, encore une fois, je le dis, l'Alaska, c'est aux États-Unis. Ça va se passer sur une base militaire américaine. Et le détail, ce sont les Russes qui le donnent, comme si c'était eux les organisateurs. Oui, il y a un peu de ça. En tout cas, c'est les mieux organisés, c'est certainement, dans cette affaire. Oui, c'est l'impression que c'est eux qui dictent un peu l'agenda, effectivement. Mais c'est assez impressionnant. Alors moi, je constate, c'est un peu la vitesse à laquelle les choses sont censées se dérouler, quoi, hein. On va arriver, les deux chefs d'État vont arriver assez rapidement. Pas oublier que en gros, ils descendent de l'avion, puis après, ils se rencontrent, hein. Malgré tout le décalage horaire qu'il peut y avoir, malgré la fatigue, etc. Donc ça veut dire qu'ils vont attaquer d'emblée les discussions à deux. Donc ça veut dire, comme disait Vincent, qu'en réalité, tout doit être préparer quand même un minimum avant, quoi. Ils vont pas découvrir, ils vont pas ouvrir les dossiers. Alors toi, tu veux ça ? Oui, d'accord. C'est où l'Ukraine ? Donc oui, donc tout aura été quand même préparé avant, et les décisions sont probablement déjà prises, où il y a quelque chose en tout cas. Et puis ça va se décider à deux. C'est-à-dire que c'est pas une réunion, puis on arrête là, et puis il y a d'autres réunions des spécialistes, des délégations. Enfin, il y a apparemment des délégations en parallèle. Ouais. En parallèle. Bon, après, hop, on se réunit, chacun va de son côté avec ses équipes, on rediscute, puis après on revient faire une tour de réunion. Non, c'est une réunion à deux et conférence de presse. Donc conférence de... Non ?
Je demande à voir, moi je pense que c'est pas très clair. Oui, ça me paraît bizarre, mais... Réunion, en tout cas en tête-à-tête. Il y aura aussi ces délégations 5 contre 5. Il n'est pas dit qu'il n'y ait pas une réunion aussi... préalable avant la conférence de presse. Entre les délégations et les deux chefs d'État préalable à la conférence de presse, ça me semblerait assez logique. Oui, mais c'est rapide quand même. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer d'avoir une conférence de presse le lendemain. Oui, mais sur le temps de cette réunion, il est indiqué, Ushakov a dit que ça prendra le temps que ça prendra. Ça peut prendre 2 jours. Il y a un invité qui nous disait tout à l'heure sur le plateau pour Minsk que ça avait pris toute la nuit. Donc ça peut prendre aussi des heures. Mais ce qui est étonnant, c'est vrai que les Russes dévoilent un petit peu tout le programme très détaillé, avec notamment la délégation russe. Et ils indiquent même, on sait déjà la délégation américaine, mais on les laisse quand même l'annoncer. Et on n'a toujours pas. Sachant que les Russes jouent toujours souvent sur la durée. Ils savent très bien une réunion qui commence, qui peut durer jusqu'à la nuit. Ils jouent là-dessus. Oui. Ils se préparent là-dessus, et même physiquement. Physiquement, ils sont... Michel a raison. Hein. Physiquement, Poutine sait qu'il peut prendre le dessus physiquement sur Trump, en raison déjà de la différence d'âge. Et puis, Poutine, c'est un sportif. C'est un type qui s'entretient physiquement, ce qui n'est pas vraiment le cas de Trump, malgré les heures passées sur les parcours de golf. Ce qui est intéressant sur l'agenda de la réunion, en fait, la seule partie non contrôlée par Trump et par Poutine, ça va être cette conférence de presse commune. Ça va être le seul moment où des correspondants de presse ou des journalistes occidentaux vont pouvoir poser peut-être des questions gênantes à Poutine. J'espère que Hélène Bonnet posera la question qui tue si elle est présente à cette conférence de presse. Ce sera le seul moment un petit peu d'indécision et peut-être de surprise, sachant qu'on sait que Poutine cache très bien ses émotions en conférence de presse. On se souvient de la conférence de presse commune avec le président de la République en 2017 à Versailles, où il avait été accablé par Emmanuel Macron, notamment sur les réseaux sociaux et sur Sputnik et sur RTD, et il n'avait pas bougé une oreille. Il avait été stoïque. Il était resté stoïque. Mais cette conférence de presse va être très très intéressante. Avec donc effectivement cette délégation qui visiblement, il y a une délégation, ça y est, qui est arrivée en Alaska. On ne sait pas laquelle, parce qu'on suppose qu'il y a plusieurs conseillers. Mais dans le format, donc il y a ce tête-à-tête Donald Trump-Vladimir Poutine, et en parallèle, effectivement, il y a ce... Alors, Ushakov a utilisé cette expression 5 contre 5. Donc, ça va être 5 conseillers ou ministres russes face à 5 ministres américains. Donc, du côté russe, regardez, c'est Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, c'est Yuri Ushakov, le conseiller diplomatique de Poutine, c'est Andrei Belousov, le ministre de la Défense, Anton Soulianov, le ministre des Finances, et Kirill Dmitriev, directeur du fonds d'investissement. Donc, cette délégation-là aussi, elle est signifiante. Elle est de très haut niveau, de très très haut niveau. Et Michel parlait de la symétrie entre la qualité des deux délégations. J'ai peur que Trump ne soit pas capable de présenter une délégation d'aussi haut niveau face aux Russes. Là, on a des hommes très très expérimentés, chevronnés, des techniciens qui savent garder leur sang-froid. Et je ne sais pas du tout qui va... évidemment, il y aura Marco Rubio, forcément. Évidemment, d'évidence. Il y aura Witkoff également, mais de toute manière, les Américains ne pourront pas présenter une délégation aussi... Pete Hegseth, le ministre de la Défense aussi, peut-être. Mon Dieu, le secrétaire de la Défense. Enfin, je veux dire, voilà, quand on parle de qualité et de niveau, là, on n'est pas du tout au même niveau que la délégation. Non, et puis il ne faut pas oublier que ces gens-là sont des gens, ils sont là sur la durée, effectivement, ou même Vladimir Poutine, c'est son 6e président des États-Unis qui va rencontrer. Donc voilà, donc les dossiers, il les connaît, et tous ces hommes-là, Lavrov, je ne sais plus combien de temps qu'il est également. Oui, c'est plus de 20 ans maintenant qu'il est aux affaires. Donc ces gens-là, oui, ils sont prêts. Ouais, ils sont prêts. Mais quand même, dans les signaux qu'envoient les Russes, moi je me dis, là, le signal, c'est que ce sommet, il va en ressortir quelque chose. Parce qu'il y aura une conférence de presse commune et parce qu'il y aura des délégations qui vont se parler en plus du tête-à-tet. Oui, bien sûr, il faut qu'il en sorte quelque chose, très certainement. Il ne peut pas rester sur un échec, sur une opération blanche où il n'y a rien qui en sorte de positif. Ce serait une humiliation, ça a déjà été évoqué, une humiliation pour Donald Trump. Et je ne pense pas que Poutine cherche l'humiliation de Donald Trump. On parlait, on disait, voilà, il ne faut pas humilier la Russie parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, etc. Ben là, c'est pareil. Il ne vaut mieux pas humilier Trump, malgré tous ses défauts. Il vaut mieux éviter de l'humilier. Et Trump, Poutine le sait bien. Et d'ailleurs, chaque fois que Donald Trump, dans tous les mois passés, a un peu haussé le ton, il y a eu un retour, là. Il y a eu une pirouette de Vladimir Poutine, mais il y a eu quelque chose. Là, quand les pays européens essayaient de s'énerver ou lancer des sanctions,
grand-chose, hein, mais là, face à Donald Trump, il y a toujours quelque chose. Donc il va offrir quelque chose, c'est à peu près certain, à Donald Trump. Et ça, en conférence de presse, on le sortira. Et voilà, en gros, en conférence de presse, est-ce que Trump peut dire, voilà, ok, ça y est, j'ai réussi mon sommet, ou pas? Donc c'est pas anodin. On a entendu Vladimir Poutine au début de la mission, où on le trouvait assez sûr de lui, assez serein, quand il dit les Américains sont sincères dans leur volonté d'arriver à la paix. Donc Vladimir Poutine, là, c'est pas qu'il flatte. Ça veut dire qu'on peut ne pas être sincère quand on a la volonté de la paix. Je pense que c'est surtout ça, parce que Zelensky a employé le même qualificatif, le même mot, sincère. Généralement, quand on parle de la sincérité de son interlocuteur, c'est qu'on en doute justement. Donc voilà où on en est. Non, ce qui va être très intéressant, on aimerait bien être petite souris quand même pour les premières minutes de l'entretien en tête-à-tête entre les deux hommes, simplement avec leur traducteur, savoir comment ça peut se passer entre eux. Ils ne se sont pas vus depuis 2019, je crois. Depuis 2019. C'était Helsinki. Et alors, ce qui est certain, c'est que Trump va réserver quand même un meilleur traitement à Poutine qu'il ne l'a réservé à Zelensky le 28 février dernier. Ça, c'est sûr. Mais il va falloir que les deux hommes fassent énormément d'efforts, et l'un et l'autre, en grand mal dominant, pour essayer tout de même de se maîtriser dans leur expression publique, ce qui est le cas de Poutine, ce qui est moins de Trump. Et ça va être assez intéressant de voir comment ils se comportent l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, dans le fond des sujets, effectivement, le thème central dit... Outchakov, toujours le conseiller diplomatique du Kremlin, qui a dévoilé les détails de cette rencontre. Le thème central du sommet sera la résolution de la crise ukrainienne, mais d'autres sujets seront également abordés. Poutine et Trump, d'après lui, discuteront de la coopération commerciale et économique, domaine dans lequel il existe un énorme potentiel inexploité. Moi, je lis ça, je dis, on parle de Vladimir Poutine, criminel de guerre, qui est recherché il y a un mandat d'arrêt de la CPI, il est accueilli aux États-Unis, en face à face avec le président américain, et il va donc parler de la coopération commerciale et économique avec la première puissance mondiale. C'est aussi une grande opération de blanchiment, hein. C'est-à-dire que là, Donald Trump, il est comme Midas, hein, il a touché Poutine, il l'a transformé en or d'un seul coup. Hein. Il a de criminels de guerre absolu, de quelqu'un qui a bafoué le droit international, qui a fait envahir un pays, dont l'armée a commis des crimes de guerre, qui a déporté des enfants, etc. Hop, tout ça oublié, il n'y avait pas un mot de la part de Donald Trump. Le terme droit, dans la bouche de Trump, ça devrait y avoir un blocage, probablement. Et voilà, et donc il accueille en grande pompe. Donc il est d'ores et déjà gagnant de toute façon. Ah oui, déjà oui, il a gagné. Déjà, il a gagné quelque chose, il a gagné un statut. Il est redevenu, non seulement il est redevenu fréquentable, parce qu'il est fréquenté par le numéro 1 le patron de la première puissance mondiale. Ouais. Donc, c'est-à-dire difficile de faire mieux en termes de reconnaissance de statut. Et en plus, on le reconnaît d'égal à égal. Il ne demande que ça avec le président des États-Unis. Et voilà, j'ai l'impression d'être à la tête. À voir si ça dure, parce que pour l'instant, il y gagne en image, etc. Mais rien ne dit que si ces négociations ne donnent rien et que les négociations n'avancent pas, il retombe un petit peu de ce piédestal où on le met pour l'instant, puisque ça veut dire que les sanctions vont se maintenir par la suite et qu'il n'y aura donc toujours pas de vraies relations avec les Occidentaux. Mais ça va même plus loin que Donald Trump. On écoute Emmanuel Macron hier et on se dit que même les Européens veulent discuter avec Vladimir Poutine. On écoute le chef de l'État. C'est une chose tout à fait naturelle que les États-Unis d'Amérique rencontrent la Russie. C'est plutôt une bonne chose. Pour pacifier le climat, ils ont aussi beaucoup de sujets bilatéraux. Si demain nous avons un appel, et ce que nous ferons, et un rendez-vous avec la Russie, on peut aussi avoir des choses bilatérales. C'est tout à fait normal qu'il y ait un rendez-vous bilatéral entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Ce qui est une bonne chose, et là où l'Europe est respectée, c'est qu'il y a une coordination pour les sujets qui la concernent. Vous en pensez quoi ? Il est totalement réhabilité, non seulement par Donald Trump, mais par les Européens ? Oui, vous vous rappelez que Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine il y a encore quelques semaines. Donc oui, d'une certaine façon, quand vous rappelez un chef d'État, vous lui reconnaissez un statut. Mais de toute façon, Emmanuel Macron l'a toujours dit. Il a dit moi, je suis prêt à dialoguer avec Vladimir Poutine si ça sert à quelque chose. D'une certaine façon, c'est le cas actuellement. Donc il ne peut pas se désavouer. Mais encore une fois,
on a mis de côté quand même un certain nombre de choses. Mais comme souvent en réalité dans une guerre, dans un conflit, la fin, la fin, ça se termine toujours par la discussion avec l'ennemi, l'adversaire, même si s'est passé des choses atroces entre-temps, et même si c'était Je rejoins Michel Goya. Il faut qu'il y ait des discussions avec l'ennemi pour qu'il y ait une paix. Sinon, on ne l'atteint jamais. Effectivement. Après, on ne parle pas pour le moment vraiment de réhabilitation totale. En tout cas, du point de vue des Européens qui l'ont encore répété, il y a un nouveau paquet de sanctions qui est sur la table. Nous, pour l'instant, on n'arrête rien. Même si Bessent les a un petit peu envoyés... un petit peu renvoyés dans leur corde, exactement, en leur disant écoutez, les Européens, vous êtes mignons, mais maintenant, soit vous y allez avec vos sanctions, soit vous la fermez. Exactement. Comment est-ce que vous qualifiez alors, moi, je parlais de confiance sur de lui, mais Vladimir Poutine, elle arrive comment à ce sommet? Juste un petit tour de table. Il arrive avec la maîtrise du sommet. Puisque ce sont les Russes qui font les annonces. Il arrive avec la maîtrise totale du sommet. Je pense que tout a été bouclé entre lui et... La maîtrise du sommet, ouais. Colonel. Oui, pareil. Je pense que c'est un champ dans lequel il est relativement à l'aise. Autant c'est difficile de battre l'armée ukrainienne sur le terrain, autant dans le champ diplomatique, avec une bonne organisation, en préparant bien ses dossiers, on peut obtenir des choses. En position de force aussi ? Ah oui, je pense qu'il arrive en position de force. Alors, et d'autant plus en position de force, d'autant plus en confiance, qu'il annonce de grands exercices militaires avec la Biélorussie. Annoncer quand même la prochaine tenue d'un essai nucléaire juste avant un sommet, il faut quand même le faire. Est-ce qu'on est dans la provocation ou pas? Vous allez pouvoir nous le dire. Conclusion. Derrière l'image d'un sommet incertain, on voit poindre une réalité beaucoup plus maîtrisée. Poutine arrive en position de force, fort d'une délégation ultra expérimentée, et joue sur son endurance physique autant que sur son expérience diplomatique. Trump, lui, devra trouver comment tirer un bénéfice politique d'un face-à-face où l'équilibre semble déjà penché. Merci à LCI pour cet extrait qui nous rappelle une chose. En géopolitique, la partie se joue souvent avant même que la réunion ne commence. Sur Global 6, on continuera à déchiffrer ces stratégies invisibles qui façonnent